Salut, je m'appelle Anna, j'ai 28 ans, et il y a 48 heures j'ai découvert que l'homme que j'avais épousé n'était pas seulement un menteur pathologique, il était cliniquement fou. Je pensais vivre un conte de fées romantique, mais j'étais en réalité prise au piège dans un cauchemar psychologique qui a failli détruire ma carrière, ma sanité mentale et ma vie. Le moment où j'ai trouvé ces messages textes sur son ordinateur a tout changé, et ce qui s'est passé ensuite va vous choquer autant que ça m'a choqué. Mais je n'ai pas seulement survécu à ce cauchemar, je l'ai transformé en la victoire la plus enrichissante de ma vie, et à la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi parfois la pire chose qui vous arrive peut devenir votre plus grande force. Croyez-moi, la confrontation finale et ce que j'ai découvert sur son passé vous laisseront sans voix. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé, parce que les signes d'alarme étaient là dès la première nuit où nous nous sommes rencontrés, mais j'étais trop aveuglée par ce que je pensais être de l'amour pour les voir. C'était une soirée d'octobre fraîche à Paris quand mon monde est entré en collision avec un désastre déguisé en rêve. J'avais des billets pour voir Coldplay à la Cœur Hotels Arena, quelque chose que j'attendais avec impatience depuis des mois. Mon amie Camille avait annulé à la dernière minute à cause du travail, prétextant que son patron lui avait confié un projet énorme qui devait absolument être terminé pour le lendemain matin. Je me souviens d'être restée dans mon appartement, tenant les 2 billets, me demandant si j'allais y aller seule ou simplement rester à la maison regarder Netflix. Les billets m'avaient coûté presque 400 €, de l'argent que j'avais économisé spécifiquement pour ce concert, alors l'idée de les gaspiller semblait dévastatrice. J'ai décidé d'y aller quand même. J'ai mis ma robe noire préférée, celle qui me donnait confiance et me rendait belle, j'ai appliqué mon maquillage soigneusement, et j'ai conduit vers le centre-ville avec l'estomac qui papillonnait d'excitation nerveuse. Il y a quelque chose à la fois libérateur et terrifiant dans le fait d'aller à des événements seuls, surtout quand on est entouré de milliers de couples et de groupes d'amis. L'Accor Hotels Arena était bondée, l'énergie électrique d'anticipation. J'ai trouvé ma place dans la section inférieure, reconnaissante d'avoir fait des folies sur de bons billets même si cela avait signifié manger des nouilles instantanées pendant 2 semaines. Le groupe d'ouverture était correct, mais j'étais vraiment là pour Coldplay, un groupe qui m'avait aidé à traverser certaines des périodes les plus sombres de ma vie. C'est alors que je l'ai vu. Il se tenait près de la section VIP, à environ 15 mètres de ma place, grand avec des cheveux bruns qui captaient parfaitement les lumières de la scène. Il avait cette posture confiante, comme s'il appartenait à ces zones exclusives, et il portait une veste noire d'apparence coûteuse qui coûtait probablement plus que mon paiement de voiture mensuel. Nos yeux se sont croisés pendant les premières notes de Yellow, et quelque chose d'électrique est passé entre nous qui m'a coupé le souffle. Pendant l'entracte, alors que j'étais debout dans le hall bondé à essayer de décider si acheter un t-shirt de concert hors de prix, il s'est approché de moi avec le genre de sourire qui appartenait aux publicités de dentifrice. « Je suis Alexandre, dit-il, tendant sa main avec une confiance maîtrisée. Sa prise était ferme, chaude, et a duré juste un battement plus longtemps que strictement nécessaire. J'ai remarqué que vous chantiez chaque mot là-bas. Vous êtes manifestement une vraie fan. Sa voix était douce, cultivée, avec juste une pointe d'accent que je n'arrivais pas à identifier. Britannique peut-être, ou australien, quelque chose qui suggérait la mondanité et la sophistication. De près, il était encore plus attirant qu'il n'était apparu de loin, avec des yeux verts qui semblaient voir à travers moi et une mâchoire qui aurait pu être sculptée dans le marbre. « Je suis Anna, répondis-je, essayant de garder ma voix stable malgré la façon dont mon cœur battait la chamade. Et oui, je suis fan depuis l'université. Il y a quelque chose dans leur musique qui me parle vraiment. » Il hocha la tête pensivement, comme si ma réponse révélait quelque chose de profond sur mon caractère. Je comprends complètement. La musique a ce pouvoir incroyable de nous connecter à nos émotions les plus profondes, n'est-ce pas? C'est pourquoi je fais ce que je fais. J'ai levé un sourcil, intrigué. Que faites-vous? Il jeta un coup d'œil autour de lui avec conspiration, puis se pencha plus près, et j'ai senti une bouffée de Cologne coûteuse mélangée à quelque chose d'uniquement masculin. Je suis en fait ici pour affaires. Je manage le groupe. Nous sommes en ville pour 3 nuits, et honnêtement, ça devient solitaire d'être dans une ville différente chaque semaine. Mon cœur s'est presque arrêté. Un manager musical? Travaillant avec Coldplay? Ce bel homme sophistiqué qui voyageait dans le monde avec l'un de mes groupes préférés me parlait, à moi, Anna Moreau,
une représentante en vente pharmaceutique de banlieue qui conduisait une Honda de 3 ans et vivait dans un appartement d'une chambre avec un robinet qui fuyait que je n'arrêtais pas de remettre à plus tard de réparer. Ça doit être incroyable, réussis-je à dire, essayant de ne pas paraître trop impressionné et échouant lamentablement. Comment c'est, d'être en tournée avec eux? Ses yeux se sont illuminés, et il s'est lancé dans des histoires qui peignaient un tableau d'une vie glamour que je pouvais à peine imaginer. Il m'a parlé de sessions d'enregistrement qui duraient jusqu'à l'aube, du perfectionnisme obsessionnel de Chris Martin, de moments en coulisses avec des célébrités dont les noms je n'avais vus que dans les magazines. Il a décrit des suites d'hôtels dans des villes exotiques, des jets privés, et le genre d'énergie créative qui venait du travail avec de vrais artistes. Ce n'est pas tout glamour, dit-il avec un rire autodépréciatif qui le rendait d'une certaine manière encore plus attirant. Il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression, et vous traitez constamment avec des égos et des délais. Mais quand vous voyez la réaction du public, quand vous savez que vous avez aidé à créer quelque chose qui émeut les gens comme cette musique vous émeut clairement, ça vaut tout. Nous avons parlé pendant toute la seconde moitié du concert, debout près l'un de l'autre pendant que la voix de Chris Martin nous enveloppait. Alexandre avait cette façon de me faire sentir comme si j'étais la seule personne dans un lieu rempli de 20 000 personnes. Il me posait des questions sur mon travail, mes rêves, ma vie, et il écoutait mes réponses avec le genre d'attention concentrée qui me faisait me sentir fascinante et importante. Quand je lui ai dit que je travaillais dans la vente pharmaceutique, il ne l'a pas rejeté ou changé de sujet comme le faisaient la plupart des gens. Au lieu de cela, il a posé des questions intelligentes sur l'industrie, sur les défis de construire des relations avec les médecins et les administrateurs d'hôpitaux, sur la science derrière les médicaments que je promouvais. Vous aidez à sauver des vies, dit-il sérieusement. C'est un travail incroyable, Anna. J'ai tellement de respect pour les gens qui choisissent des carrières qui font une vraie différence dans le monde. Je me sentais fondre sous son attention. Voici cet homme réussi et cosmopolite qui non seulement trouvait ma vie ordinaire intéressante mais qui semblait genuinement admirer ce que je faisais pour gagner ma vie. Quand le concert s'est terminé et que la foule a commencé à sortir, ni l'un ni l'autre ne semblions impatients de nous dire au revoir. Nous sommes restés dans le lieu qui se vidait, l'écho de la dernière chanson résonnant encore dans nos oreilles, et j'ai ressenti cet espoir désespéré que la soirée ne se terminerait pas là. Je sais que ça peut être audacieux, dit Alexandre, passant une main dans ses cheveux dans un geste qui semblait presque nerveux, mais aimeriez-vous aller dîner tard? Je connais cet endroit où on peut s'entendre parler, et je ne suis pas prêt à ce que cette conversation se termine. Mon cœur s'est envolé. J'adorerais ça. Il m'a mené à sa voiture, une BMW élégante qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en un an, et nous avons roulé à travers les rues de Paris vers un petit restaurant italien dont je n'avais jamais entendu parler mais qui s'adressait clairement aux gens avec de l'argent. Le maître d'hôtel a salué Alexandre par son nom et nous a installés à une table d'angle qui semblait intime et privée malgré le restaurant animé autour de nous. Ce dîner s'est étendu jusqu'à 3 heures du matin. Nous nous sommes assis face à face dans la faible lueur des bougies, parlant de tout et de rien. Il m'a parlé de grandir à Lyon avec des parents qui voyageaient toujours pour affaires, de comment la musique avait été son évasion pendant une enfance solitaire, de ses rêves de finalement créer son propre label de disques. Je me suis retrouvée à partager des histoires que je racontais rarement à quiconque, sur l'immigration de ma famille du Maroc quand j'avais 10 ans, sur la pression que je ressentais de réussir dans l'Amérique corporative française, sur la solitude d'être une femme célibataire dans une ville où il semblait que tout le monde d'autre avait compris l'amour et les relations. Vous n'êtes pas comme les femmes que je rencontre habituellement, dit-il, tendant la main à travers la table pour toucher ma main. Ses doigts étaient chauds et doux alors qu'il traçait des motifs sur ma peau. Il y a quelque chose de genuine chez vous. Quelque chose de réel. La plupart des gens dans mon monde sont tellement concentrés sur l'image et les connexions qu'ils ont oublié comment être authentiques. Je me sentais comme si je vivais dans un roman d'amour. Cet homme incroyable, cette personne réussie, attirante et sophistiquée qui pouvait avoir n'importe qui, choisissait de passer son temps avec moi. Il me regardait comme si j'étais quelque chose de précieux et de rare, et je ne m'étais pas sentie de cette façon depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Quand il m'a parlé davantage de son travail, décrivant le processus créatif de monter des tournées et gérer des personnalités artistiques, j'étais complètement captivée. Il peignait une image d'un monde que j'avais seulement imaginé, rempli de créativité et de passion et le genre de travail significatif dont la plupart des gens ne faisaient que rêver. La partie la plus difficile,
C'est le voyage, dit-il, son pouce traçant encore de doux cercles sur ma main. C'est extraordinaire de voir le monde, de travailler avec des artistes incroyables, mais ça peut être isolant. Vous êtes toujours dans une ville différente, toujours entouré de gens mais d'une certaine manière encore seul. Je comprenais ce sentiment plus qu'il ne pouvait le savoir. Mon travail nécessitait des voyages fréquents aussi, bien que rien d'aussi glamour que des tournées internationales avec des rockstars. Je savais ce que c'était de se réveiller dans des chambres d'hôtel anonymes, de dîner seul dans restaurant après restaurant, d'avoir des expériences extraordinaires sans personne avec qui les partager. Au fur et à mesure que la soirée avançait, je me suis retrouvée à tomber plus profondément sous son charme. Il était charmant sans être insistant, confiant sans être arrogant, et il avait cette façon de me faire sentir comme la personne la plus intéressante qu'il ait jamais rencontrée. Quand il a parlé de sa famille, décrivant des parents qui réussissaient dans les affaires internationales mais quelque peu distants émotionnellement, j'ai ressenti une connexion à son histoire qui m'a surprise par son intensité. Ce sont de bonnes personnes, dit-il quand j'ai demandé à propos de ses parents. Mais ils voyagent toujours concentrés sur la prochaine affaire ou la prochaine opportunité. Je pense que c'est pourquoi j'ai été attirée par la musique à l'origine, parce qu'elle remplissait le silence dans notre maison quand je grandissais. Quand il m'a accompagnée à ma voiture dans le parking du restaurant, l'air d'automne parisien frais contre notre peau, j'ai ressenti cet espoir désespéré que ce ne serait pas la fin. Il se tenait près de moi, assez près pour que je puisse sentir la chaleur qui rayonnait de son corps, et m'a regardé avec ses incroyables yeux verts. « J'aimerais vous revoir, dit-il doucement. Je sais que je voyage beaucoup, mais quelque chose me dit que vous pourriez valoir la peine de changer maintenant. » Et avec ça, il m'a embrassé doucement sous les lumières du parking, et j'ai su que ma vie venait de prendre un tournant dramatique. Ses lèvres étaient chaudes et douces, et le baiser avait le goût du vin et de la possibilité et de tout ce qui me manquait sans que je le sache. Les 6 mois suivants ont été comme quelque chose sorti d'un film, le genre de romance tourbillonnante que je n'avais vu que dans les films et lu dans les romans. Alexandre volait à Paris toutes les quelques semaines, toujours avec des cadeaux qui montraient qu'il pensait à moi, toujours avec des histoires de ses dernières aventures qui faisaient paraître ma vie ordinaire terne en comparaison. Il me surprenait avec des voyages de week-end dans des endroits dont je n'avais fait que rêver. Nous sommes allés en Bourgogne, où il semblait connaître les propriétaires de vignobles exclusifs et nous a obtenu des dégustations privées dans des caves dont je ne savais même pas qu'elles existaient. Nous avons passé un long week-end à Londres, où il m'a emmené à des spectacles du West End et des restaurants qui nécessitaient des réservations des mois à l'avance. Chaque cadeau qu'il m'apportait était attentionné et coûteux d'une manière qui me rendait légèrement mal à l'aise mais aussi incroyablement flattée. Des bijoux de créateurs qui lui rappelaient mes yeux, prétendait-il, des foulards en soie de boutique parisienne où il était supposément allé travailler avec des artistes dont j'avais entendu parler mais auxquels je n'avais jamais pensé avoir une quelconque connexion, des parfums qui coûtaient plus que mon budget d'épicerie mensuel. J'ai vu ça et j'ai pensé à vous, devenait sa rengaine constante, et chaque fois qu'il le disait, mon cœur papillonnait avec la connaissance que cet homme incroyable pensait à moi-même quand nous étions séparés. Il avait cette façon de faire que chaque moment semble spécial et significatif. Il se présentait à mon appartement avec des fleurs et du vin coûteux, retroussant ses manches pour cuisiner des dîners élaborés tout en me parlant de sessions d'enregistrement avec des musiciens dont je reconnaissais les noms des remises de prix. Il peignait une image d'une vie si glamour et excitante que je me sentais chanceuse juste d'en entendre parler de seconde main. Pendant ces dîners, il décrirait le processus créatif en détail qui le faisait paraître à la fois mystique et accessible. Il parlait de sessions de fin de nuit où des percées artistiques se produisaient dans des moments d'épuisement et d'inspiration, de l'équilibre délicat de gérer des personnalités créatives tout en s'occupant du côté business de l'industrie musicale. La semaine dernière, j'étais dans un studio à Los Angeles, disait-il, remuant une sauce qui sentait mieux que tout ce que j'avais jamais tenté de cuisiner, et nous travaillions sur cette piste qui ne s'assemblait tout simplement pas. Tout le monde était frustré, l'artiste devenait capricieux, et je pouvais sentir tout le projet s'effondrer. Mais alors j'ai suggéré qu'on essaie une approche différente, et soudain tout a cliqué. C'est la magie de ce travail, Anna. Vous ne savez jamais quand l'inspiration va frapper. Ces histoires me remplissaient d'admiration pour son travail et son talent, mais elles me rendaient aussi de plus en plus consciente de à quel point ma propre vie semblait ordinaire en comparaison.
Pendant qu'il avait des percées créatives avec des musiciens célèbres, je faisais des appels de vente au cabinet de médecins et essayais d'atteindre des objectifs trimestriels pour des médicaments contre les brûlures d'estomac. Mais Alexandre avait une façon de faire que mon travail semble important et significatif aussi. Il posait des questions détaillées sur mes clients, sur les défis de l'industrie pharmaceutique, sur la science derrière les médicaments que je promouvais. Il me faisait sentir que mes connaissances et mon expérience étaient précieuses, que je contribuais quelque chose d'important au monde. Vous aider à améliorer la vie des gens, disait-il sérieusement. C'est du vrai travail, du travail significatif. Tout le monde ne peut pas dire ça de sa carrière. Sa validation signifiait tout pour moi, surtout venant de quelqu'un qui semblait vivre une vie si accomplie et excitante. Quand il me regardait avec ses yeux verts et me disait que j'étais extraordinaire, je le croyais complètement. Alors que notre relation s'approfondissait, il a commencé à parler du futur de manière qui faisait battre mon cœur de possibilités. Pendant de longues promenades le long de la Seine, avec l'horizon parisien scintillant dans la distance, il décrivait des rêves qui semblaient m'inclure de manière fondamentale. Vous devriez déménager à Lyon, dit-il un soir alors que nous regardions le coucher de soleil sur la Seine. J'en ai marre de cette relation à distance. Je veux me réveiller à côté de vous chaque matin, m'endormir à côté de vous chaque nuit. Je veux construire quelque chose de réel avec vous, Anna. L'idée me terrifiait et me passionnait à parts égales. Quitter Paris? Quitter mon travail, mes amis, ma famille? Mais la façon dont il me regardait quand il le disait, la façon dont sa voix devenait douce et vulnérable, faisait que ça semblait moins comme un risque fou et plus comme la prochaine étape naturelle dans ce qui ressemblait au destin. Ma famille aimerait vous rencontrer, continua-t-il, prenant ma main et entrelaçant nos doigts. Ils sont à Londres en ce moment, quelque chose à propos de l'expansion des affaires de mon père, mais ils demandent constamment à propos de la femme qui a capturé le cœur de leur fils. La façon dont il parlait de sa famille les faisait paraître à la fois impressionnants et légèrement intimidants. Son père était apparemment impliqué dans les affaires internationales, quelque chose de vague mais clairement lucratif qui nécessitait des voyages constants vers des endroits exotiques. Sa mère était impliquée dans le travail caritatif qui l'emmenait partout en Europe. Sa sœur avait été présentatrice télé pour des programmes médicaux avant de se lancer dans la réalisation de documentaires. Ils vont vous adorer, m'assurait-il quand j'exprimais ma nervosité à propos de les rencontrer. Ma mère surtout. Elle s'inquiète toujours que je finisse avec quelqu'un de superficiel ou de matérialiste, quelqu'un qui ne s'intéresse qu'aux aspects glamour de l'industrie du divertissement. Quand je lui parle de vous, de à quel point vous êtes genuine et terre sans grave terre, elle devient si excitée. Tout à propos de lui semblait trop beau pour être vrai, mais j'étais si prise dans la romance que je rejetais la petite voix dans ma tête qui chuchotait des avertissements. Quand mes amis posaient des questions pointues sur son travail ou sa famille, je le défendais avec une passion croissante. Il n'est pas comme les autres gars, disais-je à Camille quand elle exprimait des inquiétudes sur la rapidité avec laquelle les choses bougeaient. Il a du succès, il a voyagé dans le monde, mais il est aussi gentil et genuine. Il me fait sentir comme si j'étais la personne la plus importante au monde. Mais ne trouvez-vous pas bizarre que vous n'ayez jamais rencontré aucun de ses amis ou de sa famille, insistait Camille. Et comment se fait-il qu'il soit toujours libre pour vous rendre visite mais n'ait jamais d'obligation de travail qui entre en conflit? Son travail est différent, expliquai-je patiemment. Ce n'est pas un travail de 9 à 5. Il est créatif, il est dans l'industrie du divertissement. Les horaires sont complètement différents de ce à quoi nous sommes habitués. J'avais des explications pour tout parce qu'Alexandre m'avait donné des explications pour tout, et elles sonnaient toutes raisonnables quand filtrées à travers le brouillard d'être complètement, désespérément amoureuse. 8 mois après cette première nuit au concert, Alexandre a fait sa demande. C'était tout ce dont j'avais rêvé et plus, un week-end surprise à Venise qui ressemblait à quelque chose sorti d'un conte de fées. Il avait planifié chaque détail parfaitement, des vols en première classe à la suite dans un hôtel qui donnait sur le Grand Canal au moment lui-même sur le pont des Soupirs alors que le soleil se couchait sur la ville. « Épousez-moi, Anna, dit-il en se mettant à genoux, produisant une bague qui captait la lumière et la renvoyait en éclats brillants qui me faisaient larmoyer. Construisons quelque chose de beau ensemble. Créons le genre d'histoire d'amour sur laquelle les gens écrivent des chansons. » La bague était énorme, facilement 2 carats, avec une clarté et une taille qui suggéraient qu'elle avait coûté plus d'argent que ce que je gagnais en 6 mois.
Quand j'ai halté et hoché oui, il l'a glissé sur mon doigt avec des mains qui tremblaient légèrement, et j'ai été émue par la preuve de sa nervosité. Je n'ai jamais été si heureuse de toute ma vie, chuchota-t-il en m'embrassant avec la place Saint-Marc scintillant dans la distance. Vous êtes mon tout, Anna. Mon monde entier. Le week-end à Venise était magique de manière que je n'avais pas imaginé possible. Nous avons mangé dans des restaurants qui nécessitaient des mois de réservation à l'avance, visité des musées après les heures grâce aux connexions qu'Alexandre semblait avoir partout, et passé des heures à marcher dans la ville en parlant de notre futur ensemble. Je veux tout vous donner, dit-il alors que nous étions assis près du Grand Canal, regardant les bateaux dériver dans la lumière dorée de l'après-midi. Je veux voyager dans le monde avec vous, vous montrer tous les endroits extraordinaires où j'ai été, partager toutes les expériences que j'ai eues. Je veux me réveiller chaque matin reconnaissant de vous avoir trouvé. Je me sentais comme la femme la plus chanceuse du monde. Voici cet homme incroyable, réussi et sophistiqué et cosmopolite, choisissant de passer sa vie avec moi. Quand j'ai appelé ma famille de notre chambre d'hôtel pour leur parler des fiançailles, je rayonnais pratiquement de bonheur. Mais puis vint la réalité de présenter Alexandre à ma famille, et c'est là que les premières vraies fissures dans mon conte de fées ont commencé à apparaître. Mes parents, mon frère Mehdi, ma sœur Léla, aucun d'eux ne m'aimait, et leur aversion était immédiate et viscérale d'une manière qui m'a complètement prise au dépourvu. Ce n'était rien d'évident au début, juste un sentiment général de malaise qui planait sur notre premier dîner de famille comme un nuage sombre. Il y a quelque chose qui cloche chez lui, chuchota ma mère pendant qu'Alexandre était aux toilettes lors de sa première visite à notre maison. Il est charmant, oui, très charmant, mais ça semble pratiqué. Comme s'il jouait un rôle au lieu d'être juste lui-même. Mon père, habituellement diplomatique et poli même quand il désapprouvait quelque chose, était plus direct dans ses inquiétudes. Qu'est-ce qu'il fait exactement comme travail, ma fille ? Parce que je lui ai posé des questions spécifiques sur l'industrie musicale, et ses réponses sont très vagues. Très générales. Il est manager musical, papa, dis-je, me sentant sur la défensive et frustré. Il voyage constamment, il travaille avec des artistes célèbres. Ce n'est pas le genre de travail où on peut tout expliquer en termes simples. Mais qu'est-ce qu'il fait réellement ? Insista mon frère Mehdi lors d'un rassemblement familial. Genre, au jour le jour, en quoi consiste son travail ? Qui le paie ? Comment il obtient ses clients ? Je suis en affaires depuis 10 ans, et je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne pouvait pas expliquer son travail en termes concrets. Je me suis rendu compte, avec un malaise croissant, que je n'avais pas de réponse claire à ces questions. Les explications d'Alexandre étaient toujours élégantes et impressionnantes, remplies de jargon de l'industrie et de références à des gens célèbres, mais elles n'expliquaient jamais vraiment les mécanismes de son travail. Ma sœur Léla était la plus vocale dans son opposition, et ses inquiétudes étaient spécifiques de manière qui me rendait de plus en plus mal à l'aise. Anna, j'ai passé des heures à le googler. Je ne peux trouver aucune trace de cette compagnie de management pour laquelle il prétend travailler. Pas de site web, pas de profil LinkedIn, aucune présence professionnelle nulle part. Dans l'industrie musicale, tout le monde a une sorte d'empreinte en ligne. Tout le monde ne diffuse pas sa vie en ligne, Léla, rétorquai-je, mais même en le disant, je savais que ça sonnait faible. Certaines personnes valorisent la vie privée. Certaines entreprises travaillent dans l'ombre. Je ne parle pas de réseaux sociaux personnels, insista-t-elle. Je parle d'identifiants professionnels. Les compagnies de management ont des clients, elles ont des sites web, elles ont une sorte de présence publique. Cette compagnie pour laquelle il prétend travailler, elle n'existe nulle part où je peux la trouver. Les réunions de famille devenaient de plus en plus tendues à mesure que ma date de mariage approchait. Alexandre les charmait superficiellement pendant les visites, apportant des cadeaux coûteux et racontant des histoires divertissantes sur son supposé travail, mais dès que nous partions, l'interrogatoire commençait. Il parle de tous ses clients célèbres, observa ma mère après un dîner particulièrement inconfortable, mais il ne semble jamais vraiment travailler. Quand est-il supposé gérer ces gens s'il est toujours disponible pour vous rendre visite ? N'a-t-il pas d'obligation, d'horaire, d'engagement ? Il m'a dit qu'il volait à Los Angeles hier pour une session d'enregistrement, ajouta mon père, mais alors vous avez mentionné qu'il était à votre appartement à regarder des films. Lequel est-ce ? Je me suis retrouvée prise dans une position impossible,
défendant un homme que j'aimais contre une famille en laquelle j'avais confiance, et la dissonance cognitive commençait à me déchirer. Je trouvais des excuses pour les incohérences dans les histoires d'Alexandre, rationalisais les lacunes dans son passé professionnel, et me battais avec ma famille au sujet de leur traitement injuste de l'homme que je prévoyais d'épouser. Vous ne le comprenez pas, argumentais-je, parfois avec des larmes coulant sur mon visage. Son travail est différent. C'est créatif, c'est dans l'industrie du divertissement. Vous ne pouvez pas appliquer des standards commerciaux normaux à ce qu'il fait. Nous n'essayons pas de te faire du mal, ma fille, disait doucement ma mère. Nous voulons juste nous assurer que tu prends la bonne décision. Le mariage est une grande étape, et nous voulons que tu sois heureuse. Mais j'interprétais leurs inquiétudes comme de la jalousie ou de l'étroitesse d'esprit. J'étais si profondément amoureuse, si prise dans la romance et le glamour du supposé style de vie d'Alexandre, que je les combattais à chaque étape. Les disputes devenaient des occurrences hebdomadaires, puis quotidiennes à mesure que mon mariage approchait. Il présentait des preuves, posait des questions logiques, soulignait des incohérences dans ses histoires, et je le défendais avec un raisonnement de plus en plus désespéré. Peut-être que vous avez raison, dit Léla pendant une dispute particulièrement brutale. Peut-être que nous ne comprenons pas son travail. Mais Anna, peux-tu honnêtement dire que tu le comprends toi aussi? Peux-tu m'expliquer, en termes concrets, ce qu'il fait pour gagner sa vie? J'ai ouvert ma bouche pour répondre et j'ai réalisé que je ne pouvais pas. Pas vraiment. Pas de la manière spécifique et détaillée dont je pouvais expliquer mon propre travail ou celui de n'importe qui d'autre que j'avais jamais rencontré. Finalement, usée par mes larmes et mes menaces de m'enfuir s'ils n'arrêtaient pas leur campagne contre Alexandre, ma famille a accepté à contre-cœur de soutenir le mariage. Si c'est ce qui te rendra heureuse, dit tristement mon père, me prenant dans ses bras alors que je sanglotais de soulagement et de frustration, alors nous te soutiendrons. Mais s'il te plaît, ma fille, s'il te plaît, sois prudente. Fais confiance à tes instincts, et sache que nous t'aimons quoi qu'il arrive. Notre mariage était beau, au moins en surface, un événement parfait pour Pinterest qui coûtait plus que mon salaire annuel et mettait en valeur les supposées connexions et ressources d'Alexandre. Il avait insisté sur un lieu coûteux dans le 7e arrondissement de Paris, des fleurs de créateurs qui devaient être transportées par avion depuis des fermes spécifiques en Hollande, et un photographe dont le travail avait été présenté dans des magazines que j'avais vus dans les cabinets de médecins. L'argent n'est pas un problème quand on célèbre l'amour, disait-il quand j'exprimais des inquiétudes sur les coûts, qui semblaient spiraler hors de contrôle à chaque réunion avec les fournisseurs. Ma famille veut s'assurer que ce jour soit parfait pour vous, pour nous. Mais tout au long du processus de planification, il y avait des moments étranges qui auraient dû être des signaux d'alarme si je n'avais pas été si déterminée à croire aux contes de fées. Alexandre se mettait en colère si j'essayais de gérer moi-même les communications avec les fournisseurs, insistant qu'il avait des « connexions » qui nous obtiendraient de meilleures offres et des options plus exclusives. Quand je demandais à rencontrer directement l'organisatrice de mariage pour discuter des détails, il détournait ou créait une crise qui nécessitait son attention immédiate. Quand les fournisseurs m'appelaient directement avec des questions, il interceptait les appels et gérait tout lui-même, me disant plus tard qu'il y avait eu des malentendus ou des problèmes de communication. Je sais comment traiter avec ces gens, disait-il quand j'exprimais ma frustration d'être exclu des décisions sur mon propre mariage. Je travaille dans le divertissement, j'ai l'habitude de gérer les personnalités et la logistique. Fais-moi confiance pour gérer ça, Anna. C'est ce que je fais. Sa famille ne s'est jamais matérialisée pour le mariage, et leur absence a jeté une ombre sur ce qui aurait dû être l'un des jours les plus heureux de ma vie. Il y avait toujours une excuse qui sonnait raisonnable en isolation mais formait un motif troublant quand vu ensemble. Ses parents étaient à Londres pour gérer une urgence d'affaires qui nécessitait l'attention immédiate de son père. Sa sœur était au milieu du tournage d'un documentaire en Afrique et ne pouvait pas quitter la production. Sa famille élargie était dispersée sur différents continents pour diverses obligations de travail et personnelles. Ils sont dévastés de ne pas pouvoir être là, m'assurait-il alors que je me tenais dans ma robe de mariée, regardant le tour d'une réception remplie entièrement de ma famille et mes amis. Mais les affaires sont les affaires, et parfois le timing ne marche juste pas. Ils se rattraperont avec nous, je le promets. Même mes amis ont remarqué l'absence de quiconque du côté d'Alexandre de la cérémonie. Camille m'a coincée pendant la réception, l'air inquiète et légèrement confuse. « Où est tout le monde de sa famille ?» demanda-t-elle.
Je veux dire, pas une seule personne? Pas d'amis de l'université, pas de collègues, personne de son passé du tout? Ils avaient tous des conflits, expliquai-je, mais même à mes propres oreilles, ça sonnait invraisemblable. Son travail l'emmène partout dans le monde, et sa famille voyage constamment pour les affaires. Le timing n'a juste pas marché. Anna, c'est bizarre, dit-elle doucement. Je veux dire, vraiment bizarre. Même si les gens voyagent pour le travail, quelqu'un fait du temps pour un mariage. Quelqu'un se présente. Mais j'étais si engagée dans le narratif qu'Alexandre avait créé, si investie dans la croyance que notre histoire d'amour était réelle et belle et valait la peine d'être défendue, que je rationalisais même cette absence flagrante. La lune de miel était parfaite de la même manière surréelle que tout avec Alexandre semblait parfait en surface tout en cachant des courants troublants. 2 semaines en Italie, séjournant dans des hôtels de luxe que je n'aurais pas pu me permettre en une vie d'économie, mangeant dans des restaurants qui nécessitaient des réservations des mois à l'avance. Alexandre semblait connaître des gens partout où nous allions, obtenant toujours un traitement spécial, des chambres améliorées, des expériences exclusives auxquelles d'autres touristes ne pouvaient pas accéder. Nous avons eu des visites privées de musées, des dégustations de vins dans des vignobles qui n'étaient pas ouverts au public, des dîners dans des restaurants qui prétendaient être complets mais trouvaient d'une manière ou d'une autre des tables pour nous. C'est toute une question de connexion, disait-il avec un sourire modeste quand je m'émerveillais du traitement que nous recevions. Quand vous travaillez dans le divertissement, vous rencontrez des gens dans chaque industrie. Tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Mais même pendant ces 2 semaines magiques, il y avait des moments qui semblaient décalés de manière que je ne pouvais pas vraiment articuler. Alexandre disparaissait pendant des heures à la fois, prétextant qu'il devait gérer des appels clients urgents qui ne pouvaient pas attendre malgré les décalages horaires et le fait que nous étions supposés être en lune de miel. L'industrie musicale ne dort jamais, expliquait-il quand j'exprimais ma frustration à propos de ses absences. Quand les artistes créent, quand l'inspiration frappe, vous devez être disponible. Ce n'est pas un travail de 9 à 5, Anna. Quand je suggérais d'appeler sa famille en vidéo pour que je puisse finalement les rencontrer et les remercier pour leur contribution à notre mariage, il y avait toujours un problème technique ou de timing qui rendait ça impossible. Le décalage horaire est terrible, disait-il, et ils sont constamment en réunion avec l'expansion de Londres. Mais bientôt, je promets. Une fois que nous nous serons installés à Lyon et que les choses se calmeront avec leur situation d'affaires, nous planifierons une vraie visite. Déménager à Lyon après notre lune de miel était plus difficile que je ne l'avais anticipé, émotionnellement et professionnellement. J'avais quitté un excellent travail chez Sanofi à Paris, un poste pour lequel j'avais travaillé des années pour l'obtenir, pour suivre Alexandre dans sa ville et recommencer complètement. Trouver du travail dans une nouvelle ville où je n'avais pas de connexion ou de réputation était difficile de manière auquel je ne m'étais pas attendue. L'industrie pharmaceutique était basée sur les relations, et construire la confiance avec de nouveaux clients nécessitait du temps et une présence constante qui était difficile à établir quand on partait de zéro. Mais j'étais déterminée à faire marcher notre mariage, à prouver à ma famille et à moi-même que j'avais pris la bonne décision en suivant Alexandre à travers le pays. J'ai fait du réseau de manière agressive, assisté à chaque événement de l'industrie que je pouvais trouver, et finalement décroché un poste avec le bureau de Lyon de Novartis qui payait bien mais nécessitait des voyages extensifs et de longues heures pour construire des relations avec de nouveaux clients. Pendant ce temps, la situation de travail d'Alexandre semblait de plus en plus chaotique et impossible à cerner. Il était toujours entre projets, toujours en attente de la prochaine grande opportunité, toujours gérant des contrats qui étaient supposément en cours mais ne semblaient jamais se matérialiser en emploi ou revenus réels. L'industrie du divertissement, c'est festin ou famine, expliquait-il quand je demandais à propos de son manque de revenus stables ou d'engagement de travail concret. Vous pourriez passer des mois sans la bonne opportunité, mais quand les gros projets arrivent, ils compensent plus que largement les périodes calmes. Je me suis retrouvée à nous soutenir financièrement de plus en plus à mesure que les mois passaient et que les grandes opportunités promises d'Alexandre ne se matérialisaient jamais. L'hypothèque sur notre belle maison dans le 6e arrondissement, les paiements sur les voitures coûteuses qu'il avait insisté que nous avions besoin pour maintenir son image professionnelle, les vêtements de créateur et les expériences exclusives qui étaient supposément nécessaires pour son travail, tout tombait sur mes épaules et ma dette de carte de crédit croissante. C'est temporaire, m'assurait-il chaque fois que j'abordais notre situation financière, qui devenait de plus en plus désastreuse malgré mon bon salaire. J'ai 3 grosses affaires en cours en ce moment.
D'un jour à l'autre, tout va changer, et nous pourrons tout rembourser et commencer à construire une vraie richesse. Ces affaires promises étaient toujours juste au coin de la rue, nécessitant toujours juste un peu plus de temps, juste un peu plus de patience de ma part pendant qu'il naviguait les négociations complexes qu'il prétendait être standards dans son industrie. 6 mois après notre mariage, la situation d'emploi vague d'Alexandre devint un problème sérieux que je ne pouvais plus ignorer ou rationaliser. Nos cartes de crédit étaient au maximum, nous étions en retard sur plusieurs factures, et je me tuais au travail essayant de générer assez de revenus pour nous soutenir tous les deux. J'ai commencé à le presser de trouver un travail plus stable, quelque chose avec des heures régulières et un salaire constant qui pourrait aider à stabiliser notre situation financière. Après des semaines d'arguments et de larmes, il a finalement accepté de chercher quelque chose de plus traditionnel. J'ai utilisé mon réseau croissant à Lyon pour l'aider à trouver des opportunités, appelant des faveurs et faisant des connexions qui avaient pris des mois à cultiver. Grâce à mes contacts pharmaceutiques, j'ai appris l'existence d'un poste de marketing dans une start-up de biotechnologie qui semblait parfait pour quelqu'un avec le supposé background d'Alexandre dans le divertissement et la promotion. L'entreprise grandissait rapidement, le salaire était décent avec d'excellents avantages, et le responsable d'embauche était impressionné par la supposée expérience d'Alexandre dans la gestion de clients de haut profil et de projets complexes. Son charme et sa confiance lui ont bien servi dans le processus d'entretien, et il a obtenu le travail dans la semaine suivant sa candidature. J'étais si soulagée et fière, si pleine d'espoir que cela pourrait être le tournant qui stabiliserait notre mariage et nos finances. Alexandre semblait excité par l'opportunité, parlant avec enthousiasme de ses plans pour le poste et de comment son background créatif apporterait des perspectives fraîches à leurs efforts de marketing. Il a duré exactement 1 semaine. Quand il est rentré tôt un vendredi après-midi avec une boîte de ses affaires et une histoire sur être licencié, j'étais confuse et dévastée à parts égales. Il ne comprenait pas mon processus créatif, expliqua-t-il, posant la boîte dans notre entrée et évitant mon regard. La manager là-bas se sent clairement menacée par quelqu'un avec une vraie expérience de l'industrie. Elle n'arrêtait pas de microgérer mon travail et de questionner mes méthodes. Ce n'était pas un bon match pour quelqu'un avec mon background. Je voulais le croire, j'avais besoin de le croire, mais quelque chose dans son explication semblait décalé. Comment quelqu'un pouvait-il passer d'être excité par une nouvelle opportunité à être licencié en moins d'1 semaine? Qu'est-ce qui s'était réellement passé pendant ces 5 jours? Qu'est-ce qu'ils ont objecté spécifiquement, demandai-je, essayant de comprendre ce qui avait mal tourné. Y avait-il un projet particulier ou une approche qu'il n'aimait pas? C'est compliqué, dit-il, sa voix prenant un ton qui suggérait que je poussais trop fort. Vous ne comprenez pas comment les industries créatives fonctionnent, Anna. Parfois il y a des conflits de personnalité qui n'ont rien à voir avec la compétence ou les qualifications. 1 mois plus tard, je lui ai trouvé une autre opportunité, cette fois avec une firme de marketing qui travaillait avec des marques de luxe et semblait plus alignée avec son supposé background dans le divertissement et la gestion de clients haut de gamme. Encore une fois, il a bien passé l'entretien, charmé le responsable d'embauche avec des histoires sur son expérience, et obtenu le travail basé sur sa confiance et les histoires embellies qu'il racontait sur son background. Cette fois, il a duré 3 semaines. La culture d'entreprise était toxique, dit-il quand il est rentré avec une autre boîte d'affaires et une autre histoire sur des conflits au travail. Le superviseur microgérait chaque aspect de mon travail, questionnant des décisions qui étaient clairement au-dessus de son niveau de compréhension. Vous savez que je travaille mieux avec la liberté créative et la confiance. Un motif a commencé à émerger que je ne pouvais ignorer peu importe à quel point j'essayais de le rationaliser. Je lui trouvais des opportunités à travers mon réseau professionnel, il était embauché basé sur son charme et sa capacité à raconter des histoires convaincantes sur sa supposée expérience, et puis il était licencié en quelques semaines pour diverses raisons qui étaient toujours la faute de quelqu'un d'autre. Le superviseur était jaloux de son expérience et de ses connexions. L'entreprise n'appréciait pas ses idées innovantes et son approche créative. Ses collègues essayaient de le saboter parce qu'ils se sentaient menacés par son background industriel. Le style de management ne convenait pas à quelqu'un avec son niveau d'expertise et d'indépendance. Il y avait toujours une explication qui le positionnait comme la victime de circonstances au-delà de son contrôle, toujours une raison pour laquelle l'échec de ses emplois reflétait mal sur les employeurs plutôt que sur Alexandre lui-même. Pendant ce temps, ma carrière florissait de manière qui aurait dû me rendre fière mais me faisait à la place me sentir coupable et confuse.
Je dépassais constamment les objectifs de vente, construisais de solides relations avec les médecins et les administrateurs d'hôpitaux à travers la région, gagnais la reconnaissance de mon responsable régional pour ma performance et mon professionnalisme. Mais au lieu d'être fier de mon succès et de soutenir la carrière qui nous maintenait financièrement à flot, Alexandre semblait devenir plus rancunier et dédaigneux de mes accomplissements avec chaque mois qui passait. C'est facile de réussir quand vous ne faites que suivre un script, disait-il quand je partageais de bonnes nouvelles sur une vente majeure ou un avis client positif. La vraie créativité, la vraie innovation, c'est beaucoup plus difficile pour les gens de l'apprécier. N'importe qui peut mémoriser des points de discussion et flatter les médecins. Ces commentaires blessaient plus que je ne voulais l'admettre, surtout venant de quelqu'un qui n'avait pas gardé un travail plus longtemps qu'un mois pendant tout le temps que je le connaissais. Mais il avait une façon de livrer ses critiques avec juste assez de vérité mélangée pour me faire douter de moi-même. Malgré la pression financière montante et ses problèmes d'emploi continus, Alexandre avait des façons de me faire sentir comme la femme la plus chérie du monde, et ces moments de tendresse étaient ce qui me gardait croyant en notre mariage même alors que tout le reste s'effondrait autour de nous. Il me surprenait avec des gestes élaborés qui semblaient sortir de nulle part, des fleurs fraîches apparaissant dans ma voiture quand je sortais de réunions clients difficiles, de petites notes d'amour glissées dans mon sac d'ordinateur portable que je trouvais pendant des présentations stressantes, des dîners gastronomiques qui m'attendaient quand je rentrais épuisé de longs voyages d'affaires. Le dimanche matin, il se levait tôt pour préparer des petits déjeuners élaborés qui auraient pu venir de restaurants coûteux, du jus d'orange fraîchement pressé, des œufs bénédicts avec de la sauce hollandaise faite maison, des pâtisseries françaises de la boulangerie coûteuse du centre-ville qui coûtaient plus que le budget d'épicerie entier de la plupart des gens. Il me nourrissait de bouchées de nourriture avec ses propres mains, me disant que j'étais sa reine, son tout, la raison pour laquelle il se levait chaque matin et l'inspiration pour tout ce qui était bon dans sa vie. « Vous travaillez si dur pour nous, disait-il, massant mes pieds pendant que du jazz doux jouait en arrière-plan et que des bougies scintillaient dans tout notre salon. Laissez-moi prendre soin de vous comme vous méritez d'être soignée. Vous m'êtes précieuse, Anna. Plus précieuse que tout le reste au monde. » Ces moments étaient intoxicants dans leur intensité et leur romance. Ils me faisaient sentir aimée et valorisée et spéciale de manière que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Ils créaient un contraste émotionnel puissant avec la critique et le stress qui caractérisaient la plupart de nos interactions. Quand des amis ou la famille exprimaient des inquiétudes continues sur notre relation, je repensais à ces moments parfaits et me demandais comment ils pouvaient possiblement comprendre ce qu'Alexandre et moi avions ensemble. Comment pouvaient-ils voir les problèmes quand ils n'avaient pas expérimenté les hauts incroyables, les moments d'amour pur et de dévotion qui faisaient que tout le reste semblait valoir la peine d'endurer ? Mais il y avait un côté plus sombre qui émergeait graduellement, si subtilement que je ne l'ai pas reconnu comme de la manipulation jusqu'à bien plus tard. La même attention aux détails qui créait ces gestes romantiques était aussi appliquée à saper lentement et systématiquement ma confiance et mon indépendance. Quand nous sortions dîner ou assistions à des événements sociaux, Alexandre était charmant et attentionné en public, mais après, pendant le trajet de retour ou en nous préparant pour le lit, il avait des commentaires qui grignotaient lentement mon estime de soi. « Cette robe ne flatte pas vraiment votre silhouette », disait-il négligemment alors que nous rentrions d'une fonction de travail où je m'étais sentie confiante et attirante toute la soirée. J'ai remarqué à quel point les autres femmes étaient élégantes ce soir. Peut-être qu'on devrait aller faire du shopping ce week-end et trouver des styles qui marchent mieux avec votre morphologie. Ou, avez-vous remarqué comme vous étiez silencieuse pendant le dîner ? J'ai dû porter la plupart de la conversation avec mes collègues. Vous devriez travailler sur être plus engageante dans les situations sociales, surtout quand c'est important pour mes relations professionnelles. Au début, je pensais qu'il essayait de m'aider à m'améliorer, offrant des commentaires constructifs de quelqu'un qui évoluait dans des cercles plus sophistiqués que ceux auxquels j'étais habituée. Mais avec le temps, ces commentaires devenaient plus fréquents et plus tranchants. Quand je voulais acheter un nouveau tailleur pour une présentation client importante, il scrutait mes choix avec un œil critique qui me faisait remettre en question chaque décision. « Cette couleur vous donne l'air fatigué et délavé, disait-il, tenant une veste que j'avais pensée flatteuse. Et ce style est trop tendance, trop tape à accent grave l'œil. Vous voulez avoir l'air professionnel et digne de confiance, pas comme si vous essayiez trop fort de faire impression. » Graduellement, je me suis retrouvée à demander son opinion sur tout ce que je portais, tout ce que je disais, chaque décision que je prenais.
Il s'était positionné comme l'autorité sur le style, sur les compétences sociales, sur ce qui était approprié pour une femme dans ma position professionnelle. Les vrais problèmes ont commencé quand mon travail nécessitait que j'assiste à des conférences industrielles et des sessions de formation. La vente pharmaceutique impliquait une éducation constante sur les nouveaux lancements de médicaments, les protocoles de traitement mis à jour, et les événements de réseautage où la construction de relations était cruciale pour le succès à long terme. Alexandre détestait quand je voyageais pour le travail, et son ressentiment se manifestait de manière de plus en plus dramatique et irrationnelle. La nuit avant tout voyage d'affaires, il cherchait des disputes sur les choses les plus ridicules, créant le chaos et la tourmente émotionnelle qui me laissaient vider avant d'importants événements professionnels. « Pourquoi avez-vous besoin de rester 3 nuits pour une conférence de 2 jours » demandait-il, sa voix montant avec accusation et suspicion. « On dirait que vous cherchez des excuses pour vous éloigner de la maison, pour vous éloigner de moi. La conférence dure 2 jours, mais il y a des dîners de réseautage et des sessions tôt le matin, expliquai-je patiemment, lui montrant l'agenda que j'avais imprimé pour démontrer que mon emploi du temps était légitime et nécessaire. C'est comme ça que l'industrie fonctionne, Alexandre. Ces relations sont cruciales pour mon succès. Ou peut-être que vous aimez être autour de tous ces médecins et dirigeants masculins, disait-il, sa voix prenant un ton méchant qui me faisait serrer l'estomac d'anxiété. Peut-être que la vraie attraction n'est pas l'éducation ou le réseautage. Peut-être que vous aimez l'attention. Ces disputes escaladaient en disputes hurlantes qui me laissaient émotionnellement vidée et questionnant mes propres motivations. Au moment où j'arrivais aux conférences, j'étais anxieuse et distraite, inquiète de l'état de mon mariage et redoutant les messages textes en colère qui arrivaient tout au long de chaque jour. « Vous amusez-vous à votre petite fête ?» textait-il pendant que j'étais au milieu de présentations à des clients potentiels. « Trop occupée à flirter avec les médecins pour appeler votre mari ?» quand je ne répondais pas immédiatement à ces messages parce que j'étais en réunion ou session éducative. Je suppose que votre carrière est plus importante que votre mariage, devenait une rengaine constante qui me suivait à travers chaque obligation professionnelle. L'ironie ne m'échappait pas que l'homme qui ne pouvait pas garder un travail plus de quelques semaines critiquait ma dévotion à la carrière qui nous soutenait tous les deux et nous empêchait de la ruine financière complète. Mais d'une manière ou d'une autre, il avait réussi à me faire sentir coupable de mon succès et de mes obligations professionnelles. Quand je revenais de ces voyages, Alexandre m'attendait avec des accusations et des suspicions qui devenaient plus élaborées et paranoïaques avec chaque expérience de voyage d'affaires. « J'ai appelé l'hôtel à minuit votre heure, et vous n'avez pas répondu au téléphone de votre chambre, disait-il, ses yeux se plissant avec suspicion. Où étiez-vous ? Qu'est-ce que vous faisiez ? Probablement endormi, répondais-je, l'épuisement me rendant moins patiente avec ces interrogatoires. J'avais des sessions tôt le matin le lendemain, et j'étais fatiguée d'une journée complète de réunions. Ou peut-être que vous divertissiez quelqu'un d'autre, suggérait-il, sa voix dégoulinant du genre d'accusation qui faisait bouillir mon sang de frustration et de blessure. Ces accusations étaient si loin de la réalité qu'elles semblaient absurdes, mais Alexandre avait une façon de présenter ses suspicions avec une telle conviction que je me retrouvais à douter de ma propre mémoire et à me demander si j'avais d'une manière ou d'une autre donné une raison d'être jaloux. C'était autour de notre premier anniversaire que j'ai commencé à soupçonner qu'Alexandre me trompait, et les signes étaient indéniables une fois que j'ai commencé à y faire attention au lieu de trouver des excuses pour tout ce qui semblait décalé dans son comportement. Il avait commencé à disparaître pendant des heures à la fois sans explication, prétextant qu'il rencontrait des clients potentiels ou travaillait sur des projets qui ne semblaient jamais se matérialiser en travail réel ou revenu. Quand je demandais des détails sur ces supposées réunions, ces histoires étaient vagues et incohérentes. J'étais dans un café du centre-ville, travaillant sur une proposition pour un nouveau client, disait-il quand il rentrait après une absence de 6 heures. Puis plus tard, quand je référençais cette histoire, je t'ai dit que j'étais à la bibliothèque, recherchant les tendances de l'industrie pour le projet que je développe. Il avait commencé à prendre des appels téléphoniques dans d'autres pièces, parlant à voix basse et finissant les conversations brusquement quand j'entrais dans l'espace. Quand je demandais à propos de ces appels, il prétextait qu'ils étaient liés au travail mais ne pouvait pas fournir de détails sur les clients ou projets en discussion. La technologie est devenue son ennemi de manière qui aurait été amusante si la situation n'avait pas été si dévastatrice. Il avait oublié de désactiver le partage de localisation sur son téléphone, et je pouvais voir que ses affirmations sur où il avait été ne correspondaient pas à ses mouvements réels pendant la journée.
Quand je l'ai confronté sur ces divergences, sa réponse a été d'exploser de rage qui semblait conçue pour me faire sentir coupable de l'avoir questionné plutôt que d'adresser les incohérences dans ses histoires. Vous me traquez maintenant, criait-il, son visage rougissant de colère qui semblait disproportionné à la situation. Quel genre de mariage est-ce ? J'ai l'impression de vivre avec une traqueuse au lieu d'une épouse. Mais la découverte la plus douloureuse est venue quand j'ai trouvé les applications de rencontres sur son téléphone. Plusieurs applications, avec des profils actifs présentant des photos récentes, des conversations de messages en cours, et des preuves de rencontres qui se déroulaient pendant tout notre mariage. Quand je l'ai confronté avec les preuves, des captures d'écran de conversation qui ne laissaient aucune place à la mauvaise interprétation, sa réponse était à la fois prévisible et déchirante. Ce sont de vieux comptes d'avant qu'on se rencontre, a-t-il menti avec la même confiance qu'il avait montrée en me parlant de sa supposée carrière. J'avais oublié qu'ils étaient même sur mon téléphone. Je ne me souviens même plus des mots de passe. Mais les horodatages sur les messages racontaient une histoire différente. Il avait communiqué activement avec d'autres femmes pendant tout notre mariage, arrangeant des rencontres, partageant des détails intimes sur notre relation, et faisant des plans qui ne m'incluaient d'aucune façon. La partie la plus dévastatrice n'était pas seulement l'infidélité elle-même, bien que cela soit assez écrasant. C'était la réalisation que pendant que je construisais une vie avec lui, le soutenant financièrement et émotionnellement, le défendant auprès de ma famille et mes amis qui avaient vu clair en lui dès le début, il traitait notre mariage comme un arrangement décontracté qui ne nécessitait pas sa loyauté ou son honnêteté. La découverte qui a finalement tout brisé est venue un mardi soir tranquille quand Alexandre était supposément à un entretien d'embauche pour ce qu'il prétendait être une « opportunité parfaite » avec une entreprise spécialisée dans le marketing du divertissement. Je travaillais de la maison, mettant à jour des dossiers clients sur mon ordinateur portable et me préparant pour une présentation le lendemain, quand j'ai eu besoin de référencer quelques documents financiers pour nos impôts. Nous étions déjà en retard sur le dépôt, et j'étais stressée par les pénalités que nous affronterions si nous n'obtenions pas nos papiers soumis bientôt. Alexandre avait géré la plupart de nos tâches administratives, prétextant que son horaire flexible rendait plus facile pour lui de s'occuper de la paperasse et de la gestion financière. Je regardais rarement notre ordinateur partagé, lui faisant confiance pour gérer ses responsabilités de manière responsable pendant que je me concentrais sur générer les revenus qui nous maintenaient à flot. Mais quelque chose au fond de moi, peut-être l'intuition ou peut-être le désespoir, me disait de regarder plus profondément que les dossiers de surface. Je vivais avec ce sentiment croissant que rien dans ma vie n'était ce qu'il semblait, que je ratais des informations cruciales sur l'homme que j'avais épousé et la réalité de notre situation. J'ai ouvert son ordinateur portable et commencé à regarder à travers les fichiers, initialement juste à la recherche de documents fiscaux et de relevés bancaires. Mais puis j'ai trouvé un dossier étiqueté « Sauvegarde WhatsApp » que je n'avais jamais remarqué auparavant, enterré parmi des dizaines d'autres dossiers avec des noms innocents. La partie rationnelle de mon esprit me disait d'arrêter de regarder, de respecter sa vie privée, de faire confiance à mon mari et de me concentrer sur les tâches que je devais accomplir. Mais la partie survie de mon esprit, la partie qui avait crié des avertissements pendant des mois, m'a poussé à cliquer sur ce dossier et voir ce qu'il contenait. Ce que j'ai trouvé a changé tout ce que je pensais savoir sur ma vie, mon mariage, et l'homme que je défendais contre toute évidence rationnelle depuis plus d'1 an. Des mois et des mois de conversations texte avec plusieurs femmes, sauvegardées automatiquement par le logiciel de sauvegarde qu'Alexandre ne savait apparemment pas qu'il fonctionnait. Des captures d'écran de conversations d'applications de rencontres, des photos qu'il avait partagées, et le plus dévastateur de tout, un fil particulier avec quelqu'un nommé Jessica qui m'a glacé le sang en le lisant. Jessica était quelqu'un que je reconnaissais de nos photos de mariage, une femme qui m'avait été présentée comme une vieille amie des années d'université d'Alexandre, quelqu'un avec qui il était resté en contact au fil des ans mais à qui je n'avais jamais pensé comme une menace pour notre mariage. Alors que je faisais défiler leurs messages, datant d'avant notre mariage et continuant à travers notre lune de miel et dans notre vie de mariés, toute ma réalité s'est écroulée autour de moi. Vous voir au mariage était une torture, avait écrit Alexandre à Jessica seulement quelques jours après notre retour de lune de miel. Tout ce à quoi je pouvais penser pendant la cérémonie était à quel point vous étiez belle, combien je voulais vous tirer à part et vous dire que c'est vous que je voulais vraiment épouser. Jessica avait répondu avec des messages également dévastateurs. Vous aviez l'air si beau là-haut, si parfait dans votre smoking.
Je n'arrêtais pas de penser à ce que ce serait si c'était notre mariage à la place, si c'était moi qui marchais dans l'allée vers vous. La conversation continuait avec des détails de plus en plus intimes sur leurs relations physiques, leurs rencontres secrètes qui se déroulaient pendant tout mon mariage, et leur frustration mutuelle de devoir faire semblant autour de moi et maintenir la charade de leur amitié platonique. Anna est gentille, mais elle est si naïve, avait écrit Alexandre dans un message qui m'a donné l'impression d'un couteau dans le cœur. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe vraiment sous son nez. Parfois je me sens coupable de la tromperie, mais puis je me souviens que ce n'est pas vraiment à propos d'elle. C'est à propos de nous, de ce que nous avons ensemble. Quand allez-vous la quitter ? Avait demandé Jessica dans un message envoyé seulement 2 mois plus tôt. J'en ai marre de me cacher, marre de faire semblant. Je veux être avec vous ouvertement. Bientôt, avait répondu Alexandre. J'ai besoin de comprendre la situation financière d'abord. Elle a un bon travail et des ressources auxquelles j'accède encore. Le divorce serait compliqué en ce moment. Mais je vous promets, ce n'est pas permanent. C'est juste un arrangement temporaire pendant que je règle ma situation de carrière. Je suis restée assise là dans mon bureau à la maison, fixant l'écran avec des mains qui tremblaient si violemment que je pouvais à peine contrôler la souris, sentant comme si toute ma vie avait été révélée comme un mensonge élaboré conçu pour m'utiliser financièrement pendant qu'Alexandre maintenait sa vraie relation avec quelqu'un d'autre. Chaque geste romantique, chaque déclaration d'amour, chaque moment que j'avais pensé genuine avait été joué par quelqu'un qui planifiait activement de me quitter pendant que je le soutenais financièrement et émotionnellement. Chaque dispute avec ma famille, chaque défense de son caractère, chaque sacrifice que j'avais fait avait été basé sur une fiction complète. Mais ce n'était pas la pire découverte qui m'attendait dans ces fichiers. Alors que je continuais à lire, j'ai trouvé des conversations avec d'autres femmes, des preuves de relations multiples en cours, et le plus choquant de tout, un fil de messages sur sa situation de santé mentale, qui révélait des informations qui ont brisé tout ce que je pensais savoir sur l'homme que j'avais épousé. Dans une conversation avec quelqu'un nommé David, que je n'avais jamais entendu mentionner dans aucune des histoires d'Alexandre sur son passé, il avait écrit quelque chose qui a glacé mon sang d'horreur et de reconnaissance. Vous vous souvenez de ce psychiatre qui est apparu dans l'émission télé de ma sœur il y a quelques années, avait écrit Alexandre. Celui qui m'a diagnostiqué avec la schizophrénie pendant cet épisode sur les jeunes adultes avec des problèmes de santé mentale ? Eh bien, Anna ne sait toujours rien de tout ça. Je lui ai dit que ma sœur présentait des programmes de santé, mais je n'ai jamais mentionné que j'étais en fait un patient présenté dans l'un d'eux. Mon esprit s'est emballé pour placer cette information dans le contexte de tout ce qu'Alexandre m'avait dit sur sa famille. Il avait mentionné que sa sœur était présentatrice télé, quelque chose sur la programmation médicale, mais il avait toujours été vague sur les détails. J'avais supposé que c'était parce qu'il voulait protéger sa vie privée ou parce qu'il ne voulait pas avoir l'air de se vanter. Mais ce message révélait quelque chose d'entièrement différent et infiniment plus troublant. Il avait été un patient dans une émission de télévision psychiatrique. Il avait été diagnostiqué avec la schizophrénie par un professionnel médical. Et il avait caché cet aspect fondamental de sa santé mentale de moi pendant toute notre relation et mariage. La réponse de David était également troublante et révélatrice. « Mec, tu as sérieusement besoin de lui dire. C'est ta femme. Ne penses-tu pas qu'elle mérite de savoir avec quoi elle a affaire ? Ce n'est pas juste pour elle. » La réponse d'Alexandre m'a glacée jusqu'aux os. Pourquoi lui dirais-je ? Elle partirait immédiatement si elle connaissait la vérité, et en ce moment, elle paie pour tout pendant que je trouve mon prochain mouvement. J'ai une bonne situation ici. En plus, je ne prends pas de médicaments ou ne reçois pas de traitement, donc ce n'est pas comme si ça affectait notre vie quotidienne de manière évidente. Je me sentais comme si je me noyais dans révélation après révélation. Chaque comportement étrange, chaque incohérence, chaque moment où j'avais senti que je vivais avec un étranger prenait soudain un sens horrifiant. Les échecs d'emploi n'étaient pas de la malchance ou des conflits de personnalité, ils étaient le résultat d'une maladie mentale non traitée se manifestant de manière qui le rendait inemployable et imprévisible dans des environnements professionnels. Les histoires élaborées sur sa carrière n'étaient pas des embellissements créatifs ou des mensonges blancs, c'étaient des délires créés par quelqu'un dont la prise sur la réalité était fondamentalement compromise. Les accusations paranoïaques sur ma fidélité n'étaient pas de la jalousie ou de l'insécurité, c'étaient des projections de quelqu'un dont l'état mental lui faisait voir des menaces et des conspirations qui n'existaient pas. Et le plus terrifiant,
l'homme que j'avais épousé, l'homme autour duquel j'avais construit ma vie et que j'avais défendu contre toute évidence, n'était pas seulement un menteur ou un tricheur. C'était quelqu'un dont la maladie mentale non traitée le rendait fondamentalement imprévisible et potentiellement dangereux de manière que je ne pouvais même pas commencer à anticiper. J'ai imprimé les conversations les plus dommageables, mes mains tremblant pendant que j'attendais que chaque page sorte de notre imprimante, et me suis assise dans notre salon attendant qu'Alexandre rentre de son dernier entretien d'embauche fictif. Quand il a franchi la porte 2 heures plus tard, fredonnant joyeusement et portant des plats à emporter de mon restaurant thaï préféré, j'ai ressenti une poussée de rage et de chagrin et de terreur qui ont presque submergé ma capacité à parler. « Comment s'est passé l'entretien ?» ai-je demandé, ma voix stable malgré la tempête d'émotions qui faisait rage en moi. « Très bien, dit-il, posant la nourriture et bougeant pour m'embrasser avec la même affection qu'il avait montrée chaque jour de notre mariage. « Je pense que ça pourrait être le bon, Anna. Le responsable d'embauche et moi avons vraiment connecté, et le poste semble parfait pour mes compétences et mon expérience. Même maintenant, même après tout ce que j'avais découvert sur sa capacité de tromperie, il me mentait en face avec la même confiance et le même charme qui m'avait initialement attiré vers lui. Même sachant que je connaissais la vérité, il continuait la performance. C'est intéressant, dis-je, me levant et tendant les conversations imprimées. Parce que selon vos messages textes, vous n'étiez pas à un entretien d'embauche aujourd'hui. Vous étiez avec Jessica, planifiant votre futur ensemble et discutant du calendrier pour quand vous allez divorcer de moi. Le changement dans son expression était immédiat et terrifiant. Le masque charmant qui m'avait trompé pendant plus d'1 an est tombé complètement, et j'ai vu quelque chose de froid et calculateur dans ses yeux que je n'avais jamais remarqué auparavant, quelque chose qui me faisait comprendre pourquoi ma famille avait eu peur de lui dès le début. Vous avez fouillé dans mes fichiers personnels, dit-il lentement, sa voix prenant une qualité que je n'avais jamais entendue auparavant. Vous avez violé ma vie privée. Votre vie privée, ai-je ri, mais il n'y avait aucun humour dans le son, seulement de l'amertume et de l'incrédulité. Vous me trompez avec plusieurs femmes, mentez surtout depuis votre emploi jusqu'à votre santé mentale, et vous vous inquiétez de la vie privée ? Il s'est rapproché de moi, et pour la première fois de toute notre relation, je me suis sentie genuinement effrayée de lui. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans la façon dont ses yeux avaient changé, qui déclenchait chaque instinct de survie que je possédais. Vous ne comprenez pas avec quoi vous avez affaire, dit-il, sa voix prenant une qualité menaçante qui me donnait la chair de poule. Ces conversations sont sorties de leur contexte. Jessica n'est qu'une amie qui traverse une période émotionnelle difficile, et elle a tendance à fantasmer sur des choses qui ne sont pas réelles. Et qu'en est-il de votre diagnostic de schizophrénie, ai-je demandé, tenant mon terrain malgré la peur qui faisait battre mon cœur. Est-ce que c'est aussi sorti de son contexte ? La question l'a frappé comme un coup physique. J'ai regardé son visage passer par la surprise, la colère, et puis quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement, comme si maintenir la tromperie l'avait épuisé. Alors, vous savez, dit-il finalement, sa voix tombant presque à un chuchotement. Bien. J'en ai marre de faire semblant d'être normal pour vous. Et avec cette admission, tout ce qui avait été confus et inexplicable dans notre relation est soudain devenu cristallin et infiniment plus terrifiant. Ce qui a suivi était la conversation la plus effrayante de ma vie. Une fois qu'Alexandre a réalisé que je connaissais son diagnostic et sa tromperie, son comportement est devenu de plus en plus erratique et imprévisible de manière qui me faisait comprendre pourquoi David s'était inquiété de ma sécurité. Il alternait entre essayer de me convaincre que notre mariage était encore sauvable et faire des menaces voilées sur ce qui arriverait si j'essayais de le quitter. Son humeur changeait de supplication à colère à calcul froid en l'espace de minutes, et j'ai commencé à comprendre que j'avais affaire à quelqu'un dont l'état mental le rendait capable de n'importe quoi. « Vous ne pouvez pas gérer d'être seul, dit-il à un moment, sa voix prenant un ton sinistre. Regardez comme vous vous êtes accroché à moi dès la première nuit où nous nous sommes rencontrés. Vous avez besoin de quelqu'un pour prendre soin de vous, pour prendre des décisions pour vous. Sans moi, vous allez vous effondrer complètement. » Mais le moment le plus glaçant est venu quand il a commencé à parler de ses autres relations, comme si elles étaient complètement normales et acceptables, comme si la tromperie et la trahison étaient des réponses raisonnables à sa situation. « Jessica me comprend de manière que vous ne pourriez jamais, dit-il d'un ton détaché, comme si nous discutions de quelque chose d'aussi mondain que les plans de dîner. Et Maria, et Sandra, et les autres. Elle ne me juge pas ou n'essaie pas de me changer.
Elle m'accepte pour qui je suis vraiment. Qui vous êtes vraiment, c'est quelqu'un qui m'a menti sur tout, dis-je, essayant de garder ma voix stable malgré la peur et la colère qui couraient en moi. Votre carrière, votre famille, votre santé mentale. Je ne sais même pas si votre nom est réel. Son rire était froid et vide, et il m'a envoyé des frissons dans le dos. Mon nom est réel. Tout le reste, eh bien, la réalité est subjective, n'est-ce pas? Ce qui compte, c'est ce que nous choisissons de croire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée allongée dans le lit à côté de cet étranger que j'avais épousé, cet homme dont la maladie mentale non traitée avait fait de lui un menteur élaboré et un manipulateur, et j'ai planifié ma fuite avec la précision méthodique qui m'avait rendue réussie dans la vente pharmaceutique. Je ne pouvais pas simplement faire mes valises et partir. Nous étions légalement mariés, nos finances étaient complètement entremêlées, et je n'avais aucune idée de quelle serait sa réaction si j'essayais de mettre fin aux choses directement. Basé sur ses messages textes avec d'autres femmes, il avait planifié de me quitter de toute façon, mais selon son calendrier et ses termes, après avoir extrait le maximum de bénéfices financiers de notre arrangement. J'avais besoin de conseils juridiques, j'avais besoin de protéger mes biens, et j'avais besoin de tout faire soigneusement et stratégiquement pour assurer ma sécurité et ma survie financière. Le matin suivant, après qu'Alexandre soit parti pour un autre entretien d'embauche fictif, j'ai appelé malade au travail pour la première fois en plus d'un an et j'ai conduit à travers la ville pour rencontrer un avocat de divorce. J'avais passé des heures à rechercher des avocats spécialisés dans les divorces complexes impliquant des problèmes de santé mentale, et j'avais besoin de quelqu'un qui comprenait exactement avec quoi j'avais affaire. Maître Sophie Dubois était dans la cinquantaine, avec des yeux bienveillants et une attitude pragmatique qui m'a immédiatement mise à l'aise malgré la gravité de ma situation. J'ai vu des cas comme celui-ci auparavant, dit-elle après que j'ai passé 3 heures à expliquer la situation dans un détail exhaustif. Quand quelqu'un a été si trompeur sur des aspects fondamentaux de son identité et de sa santé mentale, nous devons bouger rapidement et stratégiquement pour protéger vos intérêts et votre sécurité. Nous avons passé le reste de la journée à passer en revue chaque détail de mon mariage, mes finances, et les preuves que j'avais découvertes. Maître Dubois a expliqué que le diagnostic de santé mentale d'Alexandre pourrait compliquer les procédures de divorce, mais la documentation extensive de son infidélité et de sa tromperie jouerait fortement en ma faveur. La première priorité est de sécuriser vos actifs financiers, dit-elle, sa voix sérieuse et urgente. S'il a été si manipulateur sur d'autres aspects de votre relation, il n'y a aucun moyen de dire ce qu'il pourrait faire avec votre argent et votre crédit s'il réalise que vous prévoyez de partir. Cet après-midi-là, j'ai discrètement déplacé la moitié de nos économies communes dans un compte séparé dans une banque différente. J'ai changé mon dépôt direct pour aller à mon compte chèque individuel au lieu de notre compte joint. J'ai retiré l'accès d'Alexandre à mes cartes de crédit et comptes d'investissement. J'ai documenté chaque actif, chaque dette, chaque obligation financière qui nous liait ensemble. Maître Dubois m'avait prévenu que ces étapes pourraient alerter Alexandre que quelque chose avait changé, mais elles étaient nécessaires pour l'empêcher de me laisser avec rien d'autre que des dettes et des complications légales. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai joué le rôle de l'épouse inconsciente tout en rassemblant secrètement des preuves et me préparant pour le divorce. J'ai documenté chaque conversation, chaque mensonge, chaque incohérence dans ces histoires. J'ai sauvegardé des copies de tous les messages textes et profils d'applications de rencontres. J'ai rencontré des conseillers financiers pour comprendre mes options pour protéger ma carrière et mes actifs. Mais Alexandre n'était pas stupide, et sa maladie mentale ne le rendait pas moins manipulateur ou observateur. Il a commencé à sentir que quelque chose de fondamental avait changé entre nous, même si je pensais cacher ma connaissance efficacement. « Vous avez été distante dernièrement », dit-il un soir pendant le dîner, ses yeux étudiant mon visage avec une intensité qui me mettait mal à l'aise. « Avez-vous des doutes sur nous ? Sur notre mariage ? » Juste stressée par le travail, ai-je menti, forçant un sourire qui semblait pouvoir fissurer mon visage. Vous savez comme ce travail peut être exigeant, surtout avec le nouveau territoire que j'essaie de développer. Mais sa paranoïa, qui avait toujours été dirigée vers l'extérieur vers des menaces imaginaires à notre mariage, a commencé à se concentrer sur moi avec une précision laser. Il a commencé à questionner chacun de mes mouvements, vérifier mon téléphone quand il pensait que je ne regardais pas, me suivre aux événements de travail pour s'assurer que j'étais vraiment là où je disais être.
La situation devenait de plus en plus instable et dangereuse. Il avait des épisodes où il devenait convaincu que je complotais contre lui, suivis de périodes d'affection excessive où il me couvrait de cadeaux et de déclarations d'amour qui semblaient plus menaçantes que romantiques. Je sais que je n'ai pas été le mari parfait, dit-il pendant un de ses revirements, sa voix prenant la qualité suppliante qui m'avait autrefois ému mais me remplissait maintenant de terreur. Mais je vous aime plus que la vie elle-même, Anna. Vous êtes la seule chose réelle dans mon monde, la seule chose qui me garde ancrée. Ces moments me faisaient douter de ma décision de partir, me faisaient me demander si peut-être il était vraiment malade et avait besoin d'aide plutôt que d'abandon. Peut-être qu'avec un traitement approprié et des médicaments, nous pourrions surmonter cela. Peut-être que j'étais cruelle en prévoyant de divorcer de lui au lieu de le soutenir à travers sa crise de santé mentale. Mais puis je me souvenais des conversations avec d'autres femmes, des mensonges élaborés qui avaient défini toute notre relation, de la manipulation financière, et je savais que ce n'était pas seulement à propos de maladie mentale. C'était à propos de quelqu'un qui avait pris des décisions calculées de me tromper et de m'utiliser, indépendamment des causes sous-jacentes. La fin est venue plus tôt que je ne m'y attendais, 2 semaines et demie dans mes préparations de divorce secrètes. Alexandre a trouvé la carte de visite du cabinet d'avocat de Maître Dubois dans mon sac à main, avec des notes que j'avais prises sur la protection des actifs et la stratégie de divorce. Je suis rentrée du travail pour le trouver assis dans notre salon, tenant la carte et mes notes, me regardant avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant et espérais ne jamais revoir. « Avocat de divorce », dit-il calmement, sa voix complètement dénuée d'émotion. « Depuis combien de temps planifiez-vous cela, Anna ? » Il n'y avait aucun intérêt à mentir plus. J'étais épuisée de la tromperie, fatiguée de faire semblant, fatiguée de vivre dans la peur de cette personne que je n'avais jamais vraiment connue. Depuis que j'ai découvert qui vous êtes vraiment, dis-je, posant ma mallette et lui faisant face directement. Ce qui a suivi était la conversation la plus brutale et terrifiante de ma vie. Alexandre a passé en revue chaque émotion et tactique de manipulation qu'il pouvait penser, et j'ai regardé son état mental se détériorer en temps réel alors qu'il réalisait que son monde soigneusement construit s'effondrait. Il a supplié, il a menacé, il a essayé de me faire croire que j'étais celle qui avait des problèmes de santé mentale. Il a prétendu que le stress de nous soutenir financièrement tous les deux m'avait causé une dépression nerveuse qui me rendait paranoïaque et délirante. « Vous faites une dépression nerveuse », dit-il à un moment, sa voix prenant le ton concerné qu'il utilisait quand il voulait paraître attentionné. La pression de votre travail, le stress de nous soutenir tous les deux, ça vous a rendu paranoïaque et soupçonneuse. Je pense que vous devez voir quelqu'un pour obtenir de l'aide professionnelle. Quand cette approche n'a pas marché, il a essayé une stratégie différente, une qui impliquait des promesses que j'aurais pu croire si je n'avais pas vu les preuves de sa tromperie de mes propres yeux. « Je vais changer », promit-il, sa voix se brisant avec ce qui semblait être une émotion genuine. « Je vais me faire soigner, je prendrai des médicaments, je serai complètement honnête avec vous à partir de maintenant. Nous pouvons recommencer, construire quelque chose de réel cette fois. S'il vous plaît, n'abandonnez pas nous. » Mais il était trop tard pour les promesses et trop tard pour le genre de confiance qu'un mariage nécessitait. J'avais trop vu, trop appris sur qui il était vraiment et de quoi il était capable quand sa maladie mentale n'était pas traitée. « J'ai besoin que vous partiez, dis-je finalement, ma voix stable malgré la peur qui faisait trembler tout mon corps. Ce soir. Nous pouvons régler les détails à travers nos avocats, mais je ne peux plus vous avoir dans cette maison. » Sa réaction était rapide et terrifiante. Il s'est levé brusquement, renversant la table basse et envoyant des papiers et des livres volés à travers la pièce. Pendant un moment, j'ai pensé qu'il pourrait devenir physiquement violent, et je me suis préparée à courir ou me défendre. « Vous ne pouvez pas me mettre dehors de ma propre maison, » gronda-t-il, son visage rougissant de rage qui semblait le transformer en quelqu'un que je ne reconnaissais pas. « C'est ma maison aussi. J'ai des droits ici. »« En fait, non, » dis-je, sortant un document que Maître Dubois avait préparé exactement pour ce moment. « La maison est à mon nom seulement. L'hypothèque est ma responsabilité seule. Vous n'avez aucun droit légal sur cette propriété. » C'était quelque chose à quoi je n'avais jamais vraiment pensé avant de rencontrer Maître Dubois, mais il s'est avéré que c'était mon salut. Parce que j'avais été la seule avec un emploi stable et un bon crédit, tous nos actifs majeurs avaient été mis à mon nom seul pour qualifier pour de meilleurs taux d'intérêt et conditions de prêt.
Alexandre fixa le document, et j'ai regardé comme la réalité de sa situation le frappait finalement de pleine force. Il n'avait pas de travail, pas de revenus, pas d'actifs propres. Il avait été complètement dépendant de moi financièrement, et maintenant cette dépendance était devenue sa chute. Vous faites une énorme erreur, dit-il, sa voix tombant à un chuchotement qui était d'une manière ou d'une autre plus effrayant que ses cris précédents. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites, de ce que vous jetez. Vous regretterez cela pour le reste de votre vie. Mais j'en avais fini d'avoir peur de ces menaces et manipulations. J'en avais fini de vivre dans la réalité qu'il avait créée à travers des mensonges et de la tromperie. Alexandre est parti cette nuit-là, ne prenant que ses vêtements et effets personnels, et j'ai changé les serrures le matin suivant avant d'aller au travail. J'ai installé un système de sécurité complet cet après-midi-là et informé mes voisins de la situation au cas où Alexandre essaierait de revenir. Les procédures de divorce ont pris 6 mois, pendant lesquels Alexandre a essayé toutes les tactiques de manipulation et stratégies légales qu'il pouvait penser. Il a contesté tout, prétendu que je lui devais une pension alimentaire basée sur ses contributions à notre ménage, exigé la moitié de mes économies de retraite, et même essayé d'argumenter que sa maladie mentale le rendait droit à un soutien et une considération additionnelle. Mais Maître Dubois était brillante, et les preuves de sa tromperie étaient écrasantes et indéniables. Le tribunal a statué en ma faveur sur chaque point majeur. Alexandre n'a rien reçu au-delà de ce qu'il avait apporté dans le mariage, ce qui était essentiellement rien. Plus important, le juge a ordonné qu'il subisse une évaluation psychologique et cherche un traitement comme condition du décret de divorce. Qu'il ait suivi ce traitement n'était plus ma responsabilité, mais au moins il y avait un dossier légal de ses problèmes de santé mentale. La partie la plus difficile de toute l'expérience n'était pas les procédures légales ou les complications financières. La partie la plus difficile était d'accepter que j'avais été complètement dupé par quelqu'un dont la maladie mentale l'avait transformé en un maître manipulateur, et de réconcilier cette réalité avec mon sens de moi-même comme une personne intelligente et capable. Je m'étais enorgueillie d'être intelligente, indépendante et forte. Comment avais-je été si aveugle à ce qui se passait juste devant moi ? Comment avais-je ignoré tant de signes d'alarme et rejeté les inquiétudes des gens qui m'aimaient ? Maître Dubois m'a aidé à comprendre que ce n'était pas à propos de mon intelligence ou ma force. Les gens avec certains types de maladies mentales non traitées, particulièrement ceux impliquant des délires et de la manipulation, pouvaient être incroyablement convaincants, surtout quand ils étaient motivés par un gain financier ou le besoin de maintenir une image particulière. Il vous a ciblé spécifiquement, expliqua-t-elle pendant une de nos dernières réunions. Les femmes qui réussissent avec de bons revenus et des cœurs bienveillants sont des victimes parfaites pour ce type de manipulation. Vous n'étiez pas naïve ou stupide, Anna. Vous aviez affaire à quelqu'un dont la maladie en faisait un expert en tromperie et manipulation émotionnelle. 6 mois après qu'Alexandre ait déménagé, j'étais officiellement divorcée et libre de reconstruire ma vie depuis le début. Mais la récupération émotionnelle a pris beaucoup plus longtemps que le processus légal, et a nécessité une aide professionnelle à laquelle je ne m'attendais pas à avoir besoin. J'ai commencé à voir une thérapeute spécialisée dans les relations impliquant des gens avec des troubles de la personnalité et des maladies mentales graves. À travers nos sessions, j'ai commencé à comprendre à quel point j'avais été complètement manipulée et conditionnée pendant mon mariage, et comme mes réponses avaient été normales étant donné les circonstances. Vous viviez dans sa version de la réalité, expliqua Dr. Martin pendant une de nos premières sessions. Quand quelqu'un est si habile à la manipulation, surtout quand ses délusions sont élaborées et intérieurement cohérents, il devient très difficile de faire confiance à ses propres perceptions et instincts. J'ai aussi rejoint un groupe de soutien pour des gens qui avaient été dans des relations avec des individus qui avaient une maladie mentale non traitée. Entendre d'autres histoires m'a aidé à réaliser que mon expérience n'était pas unique, et que la honte et le doute de soi que je ressentais étaient des parties normales du processus de récupération. Professionnellement, ma vie a fleuri de manière auxquelles je ne m'attendais pas une fois que j'étais libre du stress constant et de l'épuisement émotionnel de mon mariage. Sans le chaos et la pression financière qui avaient caractérisé ma vie avec Alexandre, j'ai trouvé que j'avais l'énergie et la concentration que j'avais oublié que je possédais. Mes chiffres de vente se sont améliorés dramatiquement, et j'ai été promue à un poste de management régional dans l'année de mon divorce. J'ai déménagé de la maison dans le 6e arrondissement, qui gardait trop de souvenirs douloureux, vers un appartement plus petit mais plus moderne dans le centre-ville qui semblait comme un nouveau départ.
J'ai reconnecté avec des amis que j'avais perdus de vue pendant mon mariage, voyagé dans des endroits que j'avais toujours voulu voir, et lentement commencé à redécouvrir qui j'étais en dehors de cette relation toxique. 2 ans plus tard, je peux regarder en arrière sur cette expérience avec clarté et même une certaine gratitude. Pas de gratitude pour la douleur et la tromperie, mais de gratitude pour la force que j'ai découverte en moi-même et la sagesse que j'ai gagnée sur reconnaître et éviter des situations similaires à l'avenir. J'ai appris que l'amour ne devrait pas nécessiter que vous ignoriez vos instincts ou rejetiez les inquiétudes des gens qui tiennent à vous. Le vrai amour ne demande pas de vous rendre plus petite ou de questionner vos propres perceptions de la réalité. J'ai appris que l'indépendance financière n'est pas seulement à propos de sécurité personnelle, elle peut littéralement être la chose qui vous sauve d'une situation dangereuse. Ma carrière et mes revenus étaient ce qui m'a ultimement donné le pouvoir d'échapper et de reconstruire. Plus important, j'ai appris qu'être trompé par quelqu'un avec une maladie mentale grave ne vous rend pas faible ou stupide. Ça vous rend humaine. Et bien que cette expérience ait été dévastatrice, elle m'a aussi appris plus sur ma propre résilience et force que n'importe quel succès professionnel n'aurait jamais pu. Je travaille toujours dans la vente pharmaceutique, mais maintenant j'ai un intérêt particulier pour les médicaments et traitements de santé mentale. Je suis devenue une avocate pour une meilleure éducation sur la maladie mentale, non pas pour stigmatiser les gens qui luttent, mais pour aider d'autres à reconnaître les signes de conditions non traitées qui peuvent devenir dangereuses. J'ai recommencé à sortir avec des gens, lentement et soigneusement, avec une compréhension beaucoup plus claire de quels signaux d'alarme surveiller, quelles questions poser, et comment maintenir mon indépendance même dans une relation aimante. Et plus important, j'ai appris à me faire confiance à nouveau. À croire en mes propres perceptions, à honorer mes instincts, et à ne jamais plus permettre à la version de la réalité de quelqu'un d'autre de remplacer la mienne. En regardant en arrière, je réalise que la chose la plus importante n'est pas que j'ai été trompée. C'est que j'ai trouvé la force de me libérer quand j'ai découvert la vérité. Que quand j'ai été confrontée à un choix entre continuer à vivre un mensonge et me battre pour ma propre vérité et sécurité, j'ai choisi de me battre. Et c'est un choix que je ne regretterai jamais, peu importe combien le processus était difficile ou combien j'ai perdu en chemin. L'homme qui a détruit tout ce en quoi je croyais m'a ultimement donné quelque chose de plus précieux que le conte de fées romantique que je pensais vouloir. Il m'a donné un sens inébranlable de ma propre valeur et la connaissance que je suis assez forte pour reconstruire ma vie depuis rien. C'est un cadeau qu'aucune quantité de manipulation ou de tromperie ne peut jamais enlever. Si vous regardez ceci et reconnaissez certains de ces signes d'alarme dans votre propre vie, sachez s'il vous plaît que vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas folle. Faites confiance à vos instincts, valorisez votre indépendance, et n'ayez jamais peur de demander de l'aide quand quelque chose semble mal. La maladie mentale n'excuse pas l'abus ou la manipulation, mais la comprendre peut nous aider à nous protéger et prendre de meilleures décisions sur qui nous permettons dans nos vies. Si cette histoire vous a touché, donnez-lui un pouce vers le haut s'il vous plaît pour que d'autres qui pourraient avoir besoin de l'entendre puissent la trouver. Votre engagement aide ces conversations importantes à atteindre les gens qui en ont le plus besoin. Et si vous voulez entendre plus d'histoires sur surmonter les relations toxiques, reconstruire après la trahison, et trouver la force que vous ne saviez pas avoir, abonnez-vous s'il vous plaît à ma chaîne. Je crois que partager nos expériences honnêtement peut aider d'autres à se sentir moins seuls dans leur lutte. Parce que parfois la chose la plus importante que nous pouvons faire est simplement dire « Vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas faible, et vous n'êtes pas seul ». Votre réalité compte, vos sentiments sont valides, et vous avez la force de choisir une meilleure vie pour vous-même. Ce choix pourrait être la chose la plus difficile que vous ferez jamais, mais il pourrait aussi être la chose qui sauve votre vie.